Bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo consacrée aux acteurs de la prévention en entreprise. Les textes juridiques de base relatifs à la prévention des risques professionnels se trouvent rassemblés dans deux codes. Le Code du travail, au travers de deux livres, le livre 2 et le livre 4, et le Code de la sécurité sociale. À partir de ces textes réglementaires, il est possible de dégager ce que l'on appelle des principes directeurs pour la prévention. Ces principes vont mettre en évidence trois niveaux hiérarchiques de prévention. Le niveau 1 concerne la prévention intrinsèque. C'est par exemple l'automatisation d'un poste de travail ou le remplacement d'un produit toxique par un autre qui l'est moins. En niveau 2 vient la prévention collective, comme par exemple la ventilation des locaux ou l'affichage informatif. Et enfin, en niveau 3 vient la prévention individuelle avec le port des équipements de protection individuelle. À partir de ces principes directeurs, on va pouvoir lier des champs d'application de la prévention. Ces champs d'application de la prévention sont au nombre de 4. Ils concernent les mesures applicables aux locaux, aux outillages et aux produits. Ils concernent les mesures liées à l'organisation du travail. Ils concernent des mesures applicables directement aux personnes. Et enfin, ils concernent aussi des mesures visant à associer les travailleurs à la prévention des risques dans l'entreprise. Pour illustrer le propos précédent, donc nous retrouvons les différents champs d'application de la prévention que nous venons d'énoncer et nous les illustrons par quelques exemples au travers de 10 principes directeurs. Donc, concernant les mesures applicables aux locaux, aux outillages et aux produits, nous trouvons l'isolation des zones dangereuses, comme sur les machines, par exemple. Autre principe directeur concerne la conception directement des appareils ou des produits. La fixation de valeurs limites, comme par exemple des niveaux sonores. Et enfin, l'intégration de la sécurité aux immeubles, aux équipements de travail ou aux produits. Les mesures d'organisation du travail prennent en compte la limitation du travail en équipe ou le nombre de salariés qui seraient exposés à un risque. Ils prennent en compte aussi la coordination des différents intervenants d'une entreprise, par exemple, lors d'interventions de maintenance où des entreprises extérieures seraient sollicitées. Le champ lié aux mesures applicables aux personnes, dans lequel nous allons retrouver par exemple une surveillance médicale particulière. Cela concerne par exemple des personnes qui seraient soumises à des rayonnements ionisants. Et puis, il concerne aussi la réglementation spécifique pour des travailleurs plus vulnérables, comme par exemple les femmes enceintes ou les travailleurs handicapés. Et enfin, le dernier champ d'application relatif aux mesures visant à associer les travailleurs à la prévention. Donc, les travailleurs seront informés sur les risques qu'ils encourent sur leur poste de travail et ils seront également formés à la prévention des risques ou aux risques liés à leur poste de travail. Un des articles essentiels du Code du travail est l'article L4121. Cet article dit que le chef d'établissement prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l'établissement, y compris les travailleurs temporaires. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, d'information et de formation, ainsi que de la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Le chef d'entreprise veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement de circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Sans préjudice des autres dispositions du présent code,
Lorsque dans un même lieu de travail, les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en œuvre de dispositions relatives à la sécurité, à l'hygiène et à la santé. C'est donc le chef d'entreprise qui est responsable de la santé physique et mentale de ses employés. Le chef d'établissement doit mettre en œuvre les mesures prévues ci-dessous sur la base des principes généraux de prévention suivants. Il doit éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre le risque à la source, adapter le travail à l'homme et non l'homme au travail. Il doit tenir compte de l'évolution de la technique. Il doit remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas ou par ce qui l'est moins. Il doit planifier la prévention. Il doit prendre des mesures de protection collective et enfin donner des instructions appropriées aux travailleurs. Ce sont les 9 principes généraux de prévention que le chef d'entreprise doit mettre en œuvre pour garantir la sécurité et la santé de ses employés. Alors, pour illustrer ces principes de prévention, intéressons-nous par exemple à un poste de soudure dans un atelier de soudure. La fiche de poste listant les risques concerne le principe de prévention suivant, c'est évaluer des risques qui ne peuvent être évités. L'aspiration des fumées de soudure, c'est combattre les risques à la source. Le masque de protection, c'est mettre en œuvre des mesures de protection individuelle. Donc, comment est organisée la prévention des risques professionnels en France? Donc, nous retrouvons sur ce diagramme la structure générale, nationale et locale de la prévention des risques en France. Donc, tout en haut de la structure se trouve, bien entendu, le ministère du Travail. Nous pouvons voir quelques organismes dépendant de ce ministère, comme par exemple l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Parmi ces organismes, nous retrouvons donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Son rôle est d'aider les entreprises, les organisations professionnelles et syndicales et les établissements d'enseignement dans le domaine de l'amélioration des conditions de travail. Elle rassemble et diffuse de l'information relative à la prévention des risques. Elle élabore des guides, des moyens d'analyse et des supports de formation. Et elle mène ou suscite des études dans les entreprises et engage des actions pilotes. Organisme bien connu, l'INRS, l'Institut national de recherche et de sécurité. Il procède à des études de recherche en vue de l'amélioration de la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles et des conditions de sécurité et d'hygiène au travail. Il recueille, élabore et diffuse toute documentation concernant l'hygiène et la sécurité du travail. Il apporte un concours technique à toutes les institutions et organismes qui s'intéressent à la prévention. Et enfin, il coopère sur le plan international avec des institutions ayant une mission analogue. Au niveau local, nous allons trouver les caisses régionales d'assurance maladie, dont la mission est de développer et de coordonner la prévention des risques professionnels et de déterminer et notifier les taux de cotisation applicables à chaque employeur. Nous retrouvons également l'inspection du travail, dont la mission est de contrôler l'application des prescriptions législatives et réglementaires des usines, ateliers et chantiers. Il a pour mission également de contrôler la durée de travail et de repos de chaque salarié. Le rôle de l'inspection médicale du travail est de veiller à l'application de la législation relative à l'hygiène du travail et à la protection de la santé des travailleurs. Dans les entreprises, comme nous l'avons vu plus haut,
c'est le chef d'entreprise qui est responsable de la sécurité de ses salariés. Nous allons pouvoir trouver également un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui sera composé du chef d'établissement, de représentants du personnel, du médecin du travail. Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection des salariés et à l'amélioration des conditions de travail. Nous pouvons trouver également le médecin du travail, dont la mission est d'assurer la surveillance médicale des salariés et de contribuer à l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail. Donc en France, c'est le chef d'établissement ou le chef d'entreprise qui est le seul responsable de la sécurité de ses salariés. Il est détenteur de moyens et du pouvoir de déterminer les procédés de travail et le choix du matériel. Il a seul la possibilité d'assurer la sécurité du travail. Donc en synthèse, nous allons pouvoir trouver dans chaque entreprise différentes structures de prévention. Tout d'abord, le comité social et économique, la médecine du travail, l'inspection du travail et enfin, dans certaines entreprises, des services de secours internes spécialisés. Intéressons-nous maintenant à une structure relativement nouvelle qui s'appelle le CSE, le Comité social et économique. Le CSE est issu de la fusion de 3 institutions représentatives du personnel, qui étaient les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les compétences du CSE varient en fonction de l'effectif. Il a un rôle de délégué du personnel pour les entreprises de 11 à 50 salariés et il a un rôle de délégué du personnel, comité d'entreprise, CHSCT, pour les entreprises de plus 50 salariés. Dans ce CSE, il y a la création d'une commission spécifique appelée CSSCT pour les entreprises de plus de 300 salariés. Le CSSCT correspond à l'ancien CHSCT. Donc, le CSE doit être mis en place dès 11 salariés. Le seuil d'effectif de l'entreprise s'apprécie sur 12 mois. En cas de réduction d'effectifs en dessous de 50 salariés, les attributions du CSE sont réduites automatiquement après les élections liées au renouvellement de l'institution. Il n'y a pas de renouvellement du CSE si les effectifs passent sous les 11 salariés pendant 12 mois. Et dans ce cas, la disparition du CSE est automatique. L'effectif du CSE dépend, bien entendu, de l'effectif de l'entreprise. Plus l'effectif est important et plus le nombre de personnes présentes au CSE est important. Les membres du CSE ont une délégation horaire qui dépend également de l'effectif de l'entreprise. Et seuls les titulaires élus sont invités aux réunions. Il est à noter que ces heures de délégation sont prises sur le temps de travail. Dans le cadre du CSE, donc nous avons vu qu'il existe une commission santé, sécurité et conditions de travail. La CHSCT remplace donc le CHSCT, mais elle n'est obligatoire que pour les entreprises de plus de 300 salariés. La CHSCT a, par délégation, une partie des attributions du CSE en matière d'hygiène et de sécurité. C'est-à-dire que le CSE délègue à la CHSCT ses missions d'hygiène et de sécurité. Mais cette commission ne remplace pas le CSE. Elle n'a pas le pouvoir, par exemple, de nommer un expert en cas d'accident, mais uniquement celui d'en proposer un au CSE, et c'est le CSE qui va le désigner.
Donc, quelles sont les différentes attributions du CSE? Pour les entreprises de 11 à 49 salariés, ils ont des attributions allégées qu'avaient les anciens délégués du personnel. Ils peuvent présenter des réclamations individuelles ou collectives dans le cadre du fonctionnement global de l'entreprise. Le CSE contribue à promouvoir donc la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Le CSE est consulté en cas de licenciement économique, dans le cas d'un reclassement d'un salarié qui serait jugé inapte, sur les dates des congés payés et dans le bâtiment et les travaux publics sur le recours au chômage en cas d'intempérie. Dans les entreprises de plus de 50 salariés, le CSE reprend les attributions des 3 institutions que sont donc les délégués du personnel, le comité d'entreprise et le CHSCT. Il a un rôle de consultation dans le cas de décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'entreprise, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il doit être consulté périodiquement sur les orientations stratégiques de l'entreprise, sur la situation économique et financière et sur la politique sociale de l'entreprise. Il peut être également consulté et informé ponctuellement dans le cas de licenciement économique, dans le cas d'une offre publique d'acquisition, de liquidation judiciaire ou de moyens de contrôle des salariés. Et il a un rôle, comme l'avait le comité d'entreprise, d'activité sociale et culturelle. Il a également un droit d'alerte dans des situations particulières. Et enfin, il doit être informé tous les 3 mois dans les entreprises qui possèdent plus de 300 salariés. Donc, comme nous l'avons vu, le CSE dispose d'un droit d'expertise correspondant à celui du comité d'entreprise et du CHSCT. La prise en charge par le CSE de 20% du coût des expertises liées aux orientations stratégiques et sur des consultations ponctuelles. Donc le CSE peut demander des expertises dont il financera 20% du coût. Suite à une expertise, l'employeur dispose d'un délai de 15 jours pour la contester. La contestation peut porter sur la nécessité de l'expertise, son étendue ou son coût prévisionnel. Et un juge doit statuer dans un délai de 10 jours. Voilà. Cette capsule vidéo est désormais terminée. À bientôt pour une autre capsule.